Des milliers de planètes ont déjà été découvertes autour d'autres étoiles. Elles sont de toutes les tailles et présentent une diversité qu'on avait du mal à imaginer avant leur découverte. Pourtant, la grande majorité d'entre elles resteront à jamais de simples lignes dans les catalogues. Trop lointaines, trop difficiles à observer, elles ne nous révéleront jamais leurs conditions de surface et si elles pourraient être capables d'abriter la vie, ce qui devient après tout la question centrale de beaucoup de ces observations. Il arrive cependant qu'une de ces planètes sorte du lot. À seulement 25 années-lumière de nous, des astronomes viennent d'identifier un monde qui pourrait bien devenir l'une des cibles les plus précieuses pour la prochaine génération de télescopes. Elle réunit toutes les conditions pour être à la fois intéressante pour la vie et relativement facile à observer. Aujourd'hui, on décrypte cette actualité et bien d'autres dans DNDE. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. GJ3378b gravite autour d'une petite étoile située à seulement 25 années-lumière de la Terre. Une distance qui, à l'échelle de la Voie lactée, correspond pratiquement à notre voisinage. Elle accomplit une révolution complète en seulement 21 jours. Mais comme son étoile est une naine rouge, bien moins lumineuse que le Soleil, elle reçoit malgré tout une quantité d'énergie comparable à celle que reçoit notre planète. Sur le papier, GJ3378b se retrouve ainsi au cœur de la zone habitable de son étoile. Cette région, où de l'eau liquide, pourrait exister en surface si les conditions s'y prêtent. Ce n'est ni l'exoplanète la plus proche de nous, ni la plus semblable à la Terre, mais elle réunit plusieurs caractéristiques qui en font une cible particulièrement prometteuse. Elle n'avait pourtant pas suscité d'enthousiasme particulier lors de sa découverte en 2024. Les premières estimations lui attribuaient une masse d'environ 5 fois celle de la Terre, ce qui la rapprochait davantage des mini-Neptunes, des mondes considérés comme essentiellement gazeux. Mais de nouvelles observations viennent de changer la donne. Les astronomes estiment désormais sa masse à seulement 2,3 fois celle de la Terre. Cette différence peut sembler modeste, mais elle modifie complètement son portrait. Les planètes de cette catégorie ont beaucoup plus de chances d'être essentiellement rocheuses, avec une surface solide, plutôt que de ressembler à des planètes gazeuses. GJ3378b est ainsi passé du statut d'exoplanète assez quelconque à celui de candidate crédible dans la recherche de mondes potentiellement habitables. Malgré ces caractéristiques prometteuses, il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'une seconde Terre. Être situé dans la zone habitable ne signifie pas qu'une planète est habitable, mais simplement que la température pourrait permettre à de l'eau de rester liquide en surface. Mais avant de parler d'eau, il faut déjà une atmosphère capable de maintenir une pression et une température compatibles avec son existence. Une atmosphère trop fine pourrait la faire ressembler à Mars, tandis qu'une atmosphère trop épaisse pourrait la condamner à un scénario façon Vénus. Le fait que GJ3378b orbite autour d'une naine rouge ajoute une difficulté supplémentaire, ces petites étoiles sont réputées pour leur puissante éruption. Elles peuvent produire un intense vent stellaire capable, dans certains cas, d'éroder progressivement l'atmosphère d'une planète proche. L'orbite de GJ3378b est justement très serrée, ce qui la place par ailleurs en rotation synchrone. La planète présente toujours la même face à son étoile, comme la Lune avec la Terre. Cela pourrait conduire à un hémisphère brûlant et à un autre plongé dans une nuit éternelle. Des modèles climatiques montrent qu'une atmosphère suffisamment dense pourrait redistribuer efficacement la chaleur entre les deux faces et maintenir des conditions relativement stables. En réalité, nous ignorons encore si GJ3378b possède une atmosphère et quelle est sa composition. C'est précisément ce qui fait tout l'intérêt de cette découverte. Les conditions semblent optimales, mais il faut vérifier comment elles se traduisent dans l'atmosphère. Le problème, c'est que cette vérification est loin d'être simple. Aujourd'hui, la manière la plus efficace d'étudier l'atmosphère d'une exoplanète consiste à attendre qu'elle effectue un transit, c'est-à-dire qu'elle passe devant son étoile depuis notre point de vue. Une infime partie de la lumière de l'étoile traverse alors les couches supérieures de son atmosphère avant de nous parvenir.
En décomposant cette lumière, des observatoires comme James Webb peuvent y déceler la signature de molécules telles que de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone ou encore du méthane. Le gros problème, c'est que de notre point de vue, GJ3378b n'effectue pas de transit. Elle ne passe jamais devant son étoile. Impossible donc d'utiliser cette méthode pour analyser directement son atmosphère. C'est une situation un peu frustrante. Cette planète figure désormais parmi les mondes potentiellement habitables les plus proches de nous, mais elle reste pourtant hors de portée des techniques d'observation actuelles. Pour en apprendre davantage, il faudra donc attendre une nouvelle génération de télescopes, capables non plus d'observer les planètes en transit, mais de les distinguer directement de l'éclat aveuglant de leur étoile. Et c'est précisément ce que les agences spatiales préparent pour les décennies à venir. Le successeur de James Webb devrait se nommer le Habitable Worlds Observatory. Il est actuellement à l'étude dans les centres de recherche de la NASA, et on va vous en parler plus en détail jeudi. Son objectif ne sera plus seulement de découvrir de nouvelles exoplanètes, mais d'observer directement les plus proches d'entre elles en bloquant la lumière de leur étoile. Les astronomes pourront alors analyser leur atmosphère à la recherche de molécules intéressantes pour comprendre leur composition et leurs conditions. Individuellement, les différents gaz détectés ne pourront pas prouver l'existence de la vie. En revanche, certaines combinaisons pourraient révéler des déséquilibres chimiques difficiles à expliquer sans activité biologique. GJ3378b rejoint ainsi une liste encore très restreinte de mondes qui pourraient devenir des cibles privilégiées de ce futur grand télescope. Peut-être découvrira-t-on qu'elle est totalement inhospitalière, ou peut-être qu'elle sera l'un des premiers endroits où l'humanité pourra entrevoir l'existence d'une vie au-delà de la Terre. L'Habitable Worlds Observatory risque de coûter très cher et pour le moment la NASA cherche plutôt à rationaliser ses coûts. Le SLS va être standardisé, la Gateway annulée et un de ses modules sera reconverti pour former la base d'un vaisseau à propulsion nucléaire. L'agence spatiale américaine semble de toute évidence continuer à faire les fonds de tiroir puisqu'elle vient d'évoquer une autre idée de recyclage assez audacieuse. Sa plus grosse mission actuelle est l'exploration de la Lune. Seulement, contrairement à la Chine, la NASA n'a aucun rover sur notre satellite. Pire, de toute son histoire, elle n'a jamais déployé de rover robotisé sur la Lune. C'est assez étonnant et l'agence spatiale veut maintenant y remédier. Elle a travaillé pendant des années sur un rover dénommé Viper. Il a été annulé en 2024 pour être ensuite plus ou moins ressuscité l'année dernière. On ne sait toujours pas très bien s'il finira par décoller. Plutôt que de lancer un nouveau programme de zéro, l'agence spatiale souhaite apparemment mobiliser un rover qui est déjà tout prêt, entièrement assemblé. Il s'agit du modèle d'ingénierie de Persévérance. La NASA produit ses grands rovers martiens en 2 exemplaires, un qui est envoyé en mission et l'autre qui reste sur Terre. Il aide à comprendre les situations et à trouver des solutions pour son jumeau parti en exploration. Si par exemple un rover martien se coince une roue dans un rocher, la NASA peut prendre son jumeau terrestre pour reproduire à l'identique sur Terre la situation problématique. Il devient alors possible de façonner et de tester des solutions sur Terre avant d'envoyer des commandes aux jumeaux martiens. Le modèle d'ingénierie de Persévérance se nomme Promise, et il vient peut-être de remporter un ticket pour la Lune. La NASA considère qu'elle a assez d'expérience avec Persévérance pour se passer de son double. Celui-ci reste un rover de près d'1 tonne, entièrement fonctionnel. Il ne lui manque qu'un RTG au plutonium 238 pour fonctionner en totale autonomie. Il pourrait donc être lancé vers la Lune et fournir à moindre coût une plateforme d'exploration extrêmement capable et surtout déjà prête. Alors, il faut tout de même nuancer un peu. Les conditions de la Lune et de Mars sont assez différentes. Les températures et la nature du régolithe offrent des défis différents entre les 2 corps du système solaire. Généralement, on considère que les conditions environnementales de la Lune sont plus difficiles que celles de Mars. Pas dit donc qu'un rover conçu pour la planète rouge s'y trouverait complètement à l'aise. Promise ne pourrait par ailleurs pas bénéficier d'un modèle d'ingénierie pour résoudre ses problèmes depuis la Terre, puisqu'il est lui-même ce modèle. La démarche a toutefois le mérite d'être à la fois très économe et déployable rapidement. Et on sait que l'argent et le calendrier sont 2 des problèmes les plus urgents de l'agence spatiale américaine. Pour une telle mission, il faudrait un atterrisseur lourd, probablement le Blue Moon Mark I de Blue Origin. Ce dernier devait faire sa mission de démonstration cet été.
Mais vu que sa fusée porteuse, la New Glenn, a explosé son pas de tir, il risque d'accuser au moins un an de retard. Ou peut-être un peu moins si on est optimiste. La NASA, en tout cas, semble très satisfaite de la vitesse à laquelle Blue Origin reconstruit son pas de tir. L'objectif est toujours de refaire voler la New Glenn avant la fin de l'année, et pour y parvenir, l'entreprise est prête à bouleverser son architecture de lancement. L'explosion a en effet détruit 2 infrastructures importantes. Une tour paratonnerre et le transporteur érecteur, un système qui transporte la fusée à l'horizontale, vers le pas de tir, avant de la redresser à la verticale. Reconstruire la tour paratonnerre ne devrait pas poser trop de problèmes. Le transporteur érecteur, en revanche, est un système bien plus complexe. C'est essentiellement à cause de lui qu'on peut se permettre d'être sceptique sur la date de retour en vol de la New Glenn. Et c'est probablement la raison qui a poussé Blue Origin à décider de s'en passer. Dans une courte vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Blue Origin nous montre comment le pas de tir 36 fonctionnera dans le futur. C'est une grue qui sera chargée de redresser la New Glenn à la verticale. D'abord ses 2 étages, puis sa coiffe avec la charge utile. Ce n'est pas la solution la plus optimale pour le fonctionnement du lanceur, mais c'est celle qui pourrait être mise en place le plus rapidement. On observe ici un changement de culture dans les décisions de Blue Origin, avec un accent placé sur la vélocité qu'on n'observait pas auparavant. C'est de toute évidence la seule façon de répondre aux enjeux de la New Glenn et d'Artemis. La NASA a besoin de la fusée pour retourner sur la Lune, elle est également nécessaire à Amazon pour mettre en orbite sa constellation Léo. Il faut donc voler le plus vite possible, et la solution semble être ici une grue géante. Il faudra également identifier et corriger le dysfonctionnement à l'origine de l'explosion. De ce côté, on attend encore le résultat de l'enquête. Allez, pour terminer, la mission de la NASA pour sauver Swift est enfin lancée. On vous en a parlé en vidéo il y a une dizaine de jours. L'agence spatiale américaine a fait développer un remorqueur orbital en seulement 9 mois. Il doit s'amarrer sur l'observatoire en rayons gamma, Swift, pour le remorquer sur une orbite plus haute. Cela permettra à la NASA de conserver des capacités cruciales avec un investissement relativement contenu. Le lancement semble s'être bien passé. Le 3 juillet, une fusée Pegasus XL a été larguée depuis son avion porteur Stargazer. Je n'ai pas vu d'image de lancement, ce qui est bien dommage, car c'était le dernier vol de cette fusée si particulière qui décolle comme un missile. La NASA a ensuite annoncé avoir pris contact avec Link, le vaisseau qui doit aller s'amarrer à Swift. Cette manœuvre devrait avoir lieu dans encore quelques semaines, le temps de faire des tests, un rendez-vous et une inspection. Il ne faudra pas trop tarder cependant, car Swift est maintenant sur une orbite très basse et rentrera dans l'atmosphère avant la fin de l'année si rien n'est fait. En cas de succès, la mission pourrait être suivie d'autres pour sauver des satellites scientifiques voire commerciaux qui arrivent en fin de vie. Cela semble se dessiner comme une partie de la solution pour limiter la pollution orbitale. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.